Bonjour à tous et bienvenue pour ce choc de demi-finale de championnat de France de plaidoyer. Donc ce choc verra s'opposer les associations Orateurs ONS qui nous proviennent de Saclay et l'École des jeunes orateurs qui nous proviennent de Sciences Po Strasbourg. Donc félicitations aux deux équipes d'être parvenues à ce stade de la compétition. Donc les sujets d'aujourd'hui, c'est donc comme thème la richesse, comme sous-thème la richesse et la société. Et comme question, nous avons en premier, l'honneur est-il la dernière richesse des pauvres? Ensuite, la misère est-elle si belle? Et donc en troisième sujet, évidemment, la richesse et la société, le sous-thème. Donc à la positive, nous aurons l'ENS et à la négative, nous aurons le JO. Un petit rappel des règles avant de commencer pour que tout se passe dans les meilleures conditions et que les spectateurs puissent un peu savoir à quoi s'attendre. Donc à commencer par la règle de temps. Vous aurez tous entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30 pour plaider. Donc voilà, tolérance de 30 secondes au-dessus et en dessous des 5 minutes. À l'issue de ce temps-là, au bout des 5 minutes 30, je vous dirai de vous rasseoir. Si jamais vous continuez à parler, c'est une faute éliminatoire pour la victoire d'équipe. Si jamais vous coupez immédiatement, c'est tout bon, vous avez fait 5:30 sans faire de hors-temps. Sur la manière dont le temps sera pris, je démarre le chronomètre dès que vous commencez à parler. À 4 minutes 15, je vais taper pour indiquer qu'il vous reste 15 secondes avant d'entrer dans le temps réglementaire. À 5 minutes 00, je vous dirai veuillez conclure. Et donc à 5 minutes 30, le signal pour vous couper. Donc à l'issue de chacune de vos performances, votre vis-à-vis se lèvera pour vous poser une question à laquelle vous aurez jusqu'à 30 secondes pour répondre. Donc à l'issue de cette réponse de 30 secondes, votre vis-à-vis aura lui aussi jusqu'à 30 secondes pour réfuter votre réponse et par la suite vous aurez de nouveau 30 secondes pour répondre à la réfutation. Donc voilà, je pense que c'est clair au niveau du temps. Vous n'avez pas le droit au chronomètre, hein, c'est comme au quart de finale, interdiction. Le but c'est de savoir si vous arrivez à plaider sans chronomètre, voir si vous savez gérer votre temps. Normalement ça ne devrait pas être trop compliqué à ce stade, mais je préfère le rappeler. Donc tout ce qui est appareil électronique où il peut y avoir internet, mesure du temps, etc., éloignez-les de votre portée de main. Sinon, s'il n'y a pas plus d'interrogations, nous allons commencer. Donc nous allons commencer avec le premier sujet. L'honneur est-il la dernière richesse des pauvres? En commençant à la positive avec Louis. Oui, l'honneur est la dernière richesse des pauvres. Je vous avoue, chers adversaires, chers publics, chers jurys, en lisant ce sujet, j'ai soupiré. Moi, Louis Chanu, fils de 2 ingénieurs des ponts, qui a fait quoi 80% de sa scolarité dans le privé, et qui est maintenant payé par son école, l'ENS, pour se pointer en cours, va venir faire l'éloge de la pauvreté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais juste après moi, ça sera un discours à 2 voix de Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen pour parler de l'importance de la probité en politique. Au-delà de la blague, je le dis sans honte. Oui, l'honneur est la dernière richesse des pauvres. Mais de quoi parle-t-on exactement? Alors, j'ai pas fait d'économie, j'ai jamais lu Karl Marx, mais je sais pas vous. J'ai remarqué qu'il y avait différents degrés de pauvreté, différentes échelles. On est pauvre vis-à-vis de quelqu'un, et à l'inverse, on est riche vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs la même chose pour l'honneur. L'honneur, c'est pas une notion absolue, c'est pas comme ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans son époque, dans son contexte. Si les gens savaient trier leurs déchets, il n'y aurait aucun honneur à faire une clean walk. Mais bon, certains peinent à différencier un bac gris d'un sol gris. Et pourtant, ils sont assez riches pour s'acheter des lunettes, mais passons, je divague, pardon. Alors je comprends, adversaire, qu'il peut être difficile de voir, de visualiser cette toison honorifique que porterait la pauvreté. Faisons simple. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la richesse est source de déshonneur? Et tiens, on va se balader dans le quartier. Je vous avoue que je vous ai dit que j'allais soupirer en lisant le sujet, mais j'ai vraiment rigolé en voyant que j'allais le présenter. Alors, on se retrouve à l'église d'Auteuil. Et on va pouvoir se croiser ces gens, vous savez, ces gens qui demandent pardon à Dieu avant de demander pardon à leurs contemporains. Ces gens qui, tous les 6 mois, ou plus ou moins, ont besoin de faire le sacrement du pardon, ont besoin d'un Dieu miséricordieux parce qu'ils comprennent, et je l'ai fait aussi, qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre existence. Vous savez, c'est souvent des gens qui parlent... Qu'est-ce que vous dites? Accaparement des richesses? Mais je me suis fait tout seul. Vous savez, moi, je ruisselle. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai donné quelques sous à ce brave homme qui faisait l'aumône. Mais vous pouvez partir un peu plus loin. Vous pouvez monter vers la porte d'Auteuil, me suivre toujours, et on va se retrouver devant la villa de Montmorency. Oh là là. Il y a des gens qui se cachent. Ils ont besoin d'un vigile. Il n'y a que les riches pour faire ça. Parce que c'est gros comme le nez au milieu de la figure, c'est une évidence. La richesse s'accompagne toujours de déshonneur.
Là où il y a richesse, il y a égoïsme. Là où il y a richesse, il y a traîtrise. Pour qu'il y ait des pauvres, pour qu'il y ait du manque, ça veut dire que d'autres ont accumulé. Et je trouve que c'est une des plus belles contradictions de notre société occidentale. On s'est quand même construit autour d'un texte dicté par un woke qui, il y a 2000 ans, nous a expliqué que si vous voulez avoir accès au paradis, il fallait se libérer de toute richesse. Et par accéder au paradis, moi j'entends vivre une vie digne. Alors de toute époque, on a essayé de créer des nouvelles honneurs. Mon préféré, c'est le code d'honneur de la chevalerie. Alors là, c'est magnifique, on parle quand même de mercenaires qui tuaient et qui gagnaient plus que bien leur vie et qui ont inventé un magnifique code d'honneur pour se présenter comme des parangons de vertu. Mais alors, c'est quoi le code de la chevalerie moderne? La France du travail. Il y a ceux qui bossent et ceux qui ne sont rien. On a construit toute cette idéologie pour se rassurer, pour nier cette évidence. Nous sommes déshonorés et seuls les pauvres gardent cet honneur. Seuls les pauvres n'ont pas eu besoin de marcher sur les gens pour se construire. Seuls les pauvres ne regardent pas leur luxe, leur confort en se rappelant qu'il est possible seulement parce que d'autres sont dans le manque. Et ce discours, il est impliqué, il est construit. On entend celles et ceux qui vous expliquaient que c'est des gens fainéants, que c'est des assistés, voire même parfois violents. On entend même parfois qu'il faudrait les expulser au Karcher. Quelle indignité! Mais ne vous faites pas les porte-voix de cette idéologie, ne faites pas les porte-voix de ce mensonge. Et rappelons-nous cette phrase que je suis sûr que vous avez déjà entendue. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos enfants, au regard de Dieu, vous avez sûrement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui prend les armes pour sortir de son désespoir. Parce qu'elle est là, la réalité. Elle est têtue, cette réalité. Le déshonneur, nous ne pourrons jamais l'enlever par aucun discours à ceux qui sont dans le besoin. Il n'y a pas de déshonneur à voler une pomme quand il y a un enjeu de survie. Il n'y a pas de déshonneur à tuer quand c'est tuer ou être tué, ou ça serait aller cracher au visage de tous les poilus. Et si vous voulez, on se retrouve à l'Arc de Triomphe avant de prendre votre train. Non, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous cacher derrière ces discours qui, quand on voit un sans-abri, nous dit « Oh mais s'il a raté à l'école, moi je le mérite. » Et soyons clairs, nous ne leur volerons jamais leur honneur. Merci. Merci. Donc je vais laisser Inès poser sa question. Mais alors, l'honneur des pauvres, ce qui reste quand ils n'ont plus rien, ou est-ce que c'est ce qu'on leur laisse pour qu'ils ne demandent plus rien? L'honneur des pauvres, c'est le fait de ne pas avoir eu besoin de marcher sur les autres pour se construire ce qu'ils ont. Il n'y a aucun honneur à leur donner des choses, leur donner des miettes. Ça, c'est sûr. On n'a aucune... ça ne rattrape pas de faire des dons, de faire une maraude tous les 2 mois tout en vivant dans le luxe. Ça, c'est une certitude. Et vous avez raison de pointer un sujet qui est important. Je ne veux pas que mon discours soit « mais les pauvres, ils ont l'honneur, voyons. Nous, on ne l'a pas. » Non, le déshonneur que nous avons et l'honneur qu'ils ont, eux... Merci. Merci. Mais alors, à quoi sert l'honneur quand il n'ouvre ni porte, ni avenir et ni frigo? Je remarque que vous me posez une deuxième question. Vous ne répondez pas à ma première. Je remarque que j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, ça me fait plaisir. Mais par ailleurs, je rajouterais que, en effet, malheureusement, l'honneur ne ouvre pas le frigo, ne remplit pas le ventre. C'est un fait. Nous sommes d'accord. Et pour autant, il n'en est pas moins discutable, il n'en est pas moins utile quand la faucheuse viendra vous chuchoter ces derniers mots, de savoir que vous avez vécu une vie honorifique et que vous n'avez pas sacrifié votre capital d'honneur sur l'autel du capitalisme. Merci. Et donc pour lui répondre à la négative, voici Inès. J'ai faim. Pas d'éloquence, pas d'honneur, juste faim. Pas la fin poétique, pas la fin d'ambition, pas la fin de victoire, et surtout pas la fin de ce discours, la faim. Celle qui tord le ventre à 6 heures et te fait voler une pomme à 7. Celle qui fait que tu bouffes ton orgueil pour ne pas bouffer ton gosse. Et à ce moment-là, un mec passe et me clame « Garde ton honneur !» Mon honneur? Vous pouvez le garder? Je ne le mange pas, je ne le bois pas, il ne paye pas de loyer et il ne chauffe pas l'hiver.
Alors l'honneur, un mot, un masque, une illusion, c'est ce que les autres nous attribuent et ce qu'on reçoit de ceux qui ont déjà du pouvoir. Reconnaissance morale ou symbolique accordée par la société à un individu pour sa conformité à certaines normes. Et oui, l'honneur, c'est ce que les autres pensent de vous. Pas ce que vous êtes, ce qu'on exige et ce qu'on vous renvoie. L'honneur n'est surtout pas un besoin primaire, et ce n'est pas la dernière des richesses. C'est une dette, un devoir de silence qu'on impose aux pauvres. Mais ne confondons pas, l'honneur n'est pas la dignité. Il se mérite, se gagne et se perd, et instable et dépend du regard. La dignité, elle, ne se donne pas, ne se retire pas. Elle est là, même à genoux, même salie, même brisée, même écorchée. L'honneur est un jugement et la dignité, une condition. Alors ne venez pas me dire que l'honneur est la dernière des richesses, parce que la vraie richesse, c'est que personne ne peut vous enlever, et justement l'honneur, on l'enlève tout le temps. Alors on ne leur donne pas d'argent, pas de pouvoir, pas de justice, mais on leur dit « Soyez honorables ». Et ça vous suffit? Moi non. L'honneur est un mensonge, utile à ceux qui gouvernent. On a volé les terres, on a volé les usines, on a volé les corps. Et une fois qu'il ne reste plus rien à voler, on leur laisse quoi? Un mot, honneur. Comme un petit bonbon après l'opération à vif, comme une médaille de carton posée sur le cercueil de l'ouvrier. Alors on dit à la femme ménage, vous êtes digne, mais son dos se brise. On dit à l'agriculteur ruiné, vous êtes honorable, mais sa banque l'écrase. On dit à l'immigré qui livre vos repas, merci pour votre courage, j'ai vu l'histoire de Souleymane hier soir, mais vous ne descendez même pas les escaliers. L'honneur devient alors l'équivalent moral du pourboire. Pas un salaire, mais une gentille tape dans le dos. L'honneur n'est pas la dernière richesse des pauvres, c'est leur dernier mensonge. C'est le prix qu'on leur fait payer pour leur silence. Et c'est surtout la dernière porte à enfoncer pour être enfin libre. Et seuls ceux qui n'ont jamais connu la faim croient que l'honneur nourrit. Mais quand tu dors dans ta voiture, quand tu fais la queue au secours populaire, quand tu portes 3 vestes l'hiver parce que tu n'as plus de chauffage, l'honneur, tu t'assois dessus. Et tu fais bien. Parce que la dernière richesse des pauvres, ce n'est pas ce qu'on leur impose, c'est ce qu'ils arrachent. Pas l'honneur, mais la rage, l'amour, la désobéissance, la solidarité et surtout la vie. La vie qui tremble, qui saigne et qui désobéit. Ce sans domicile fils qui vous a tant effrayé la semaine passée parce qu'il a enfin osé hurler à vos côtés. La dernière richesse des pauvres, c'est donc de rester vivant malgré tout. La vie, cette femme seule qui rit encore dans l'autobus. Cette sans-abri que j'ai croisée la semaine passée au sol, plongée dans Lolita. C'est ce gosse qui rêve encore de la mer, même sans vacances. Alors l'honneur, c'est ce qu'on imprime en majuscules sur les monuments pendant que les vivants meurent en minuscules. C'est la dernière laisse, dorée, qu'on passe au cou de ceux à qui on a tout pris. Mais je vous dis aujourd'hui qu'il est encore temps. Il faut qu'on arrête de confondre les décorations avec les droits. Il faut qu'on arrête de croire qu'un mot joli peut changer une vie moche. Et si dans cette mairie, l'honneur s'expose en lettres dorées sur les murs, permettez qu'aujourd'hui la vérité puisse s'écrire en lettres rouges dans vos consciences. La misère ne sera jamais belle et l'honneur ne masquera jamais l'horreur. Merci. Donc vas-y Louis pour poser ta question. Vous parlez de l'honneur comme quelque chose qui n'existe que vis-à-vis des autres. Pensez-vous qu'un acte isolé, un acte caché, un acte qu'on ne montre pas, ne peut pas être un acte d'honneur ? Je pense que, comme je l'ai dit, l'honneur n'est pas la dernière richesse, mais ça reste une richesse. Et faire un acte honorable individuellement, c'est être honorable. Mais ça reste une attente sociale. Qui définit ce qu'est l'honneur ? Les puissants.
Mais vis-à-vis de vous-même, vous pouvez essayer d'avoir une existence digne, une existence honorable. Quand vous faites des actes, vous le faites parfois dans la rue, dans le noir, et c'est important aussi. C'est un honneur, c'est personne qui vous le donne. C'est entre vous et vous-même. C'est cet honneur-là. Moi, je ne donne l'honneur à personne, j'ai pas cette prétention. Justement, vous confondez dignité et honneur. La dignité, c'est ce qui est transcendant à l'humain et ce qui est inaliénable, alors que l'honneur est toujours défini par les puissants, et c'est qu'un puissant qui peut dire à un pauvre qu'il est honorable ou non. Merci. Donc c'est la fin de ce premier duel. Nous allons à présent passer au deuxième sur La misère est-elle si belle, en commençant à la positive par Gaspard. Il y a, dans la beauté des fleurs, une certaine insolence. La nature est un milieu violent, sans pitié. Chaque espèce cherche à massacrer son voisin quand elle ne cède pas au cannibalisme. C'est un gigantesque champ de bataille sans queue ni tête. Mais, dans cet océan de cruauté, les fleurs ont décidé d'arborer leurs couleurs les plus verdoyantes. Comment osez-vous, vous, que tous cherchent à écraser, d'être si belle? La misère est-elle une fleur? De son sort brutal, qui ne semblait né souhaitable à personne, se dégage pourtant une beauté puissante. Et cette beauté, eh bien, les artistes ont su la capturer à travers les airs. Le peintre italien Caravaggi représentait les pauvres en figure sainte dans ses œuvres ecclésiastiques, rendant ainsi hommage au fameux honneur des pauvres dont parlait Louis. Victor Hugo dédie les misérables à la pauvreté, à l'injustice sociale. Et bien sûr, plus récemment, qui n'a pas été frappé par cette image de cette jeune fille afghane au regard perçant avec son voile rouge, cette photo de Steve McCurry qui a fait le tour du monde. Mais pourtant, la misère est laide quand on la regarde, elle n'est souhaitable à personne. Il est malsain et hypocrite de s'émerveiller de la souffrance de quelqu'un. Pour vos vacances, vous choisissez vous-même le château de Versailles et non pas les rues de Saint-Denis. Pour mes vacances, je choisis les fjords islandais et non pas les ruines de Gaza. Mais c'est là qu'est la subtilité. Cette beauté qui a séduit tant d'artistes, c'est quelque chose qui transcende le simple plaisir visuel. Pour comprendre, il suffit de regarder la photo « My Grandmother » de la photographe Dorothea Lange. Et là, ça devient évident. Le front de cette pauvre mère est ridé par l'anxiété. Son regard est projeté vers un avenir incertain. Sa bouche est plissée par la peine. Sa main est crispée, elle ose à peine effleurer son propre visage. Cette femme, bien que vêtue de quelques haillons, est mise à nu. Car la misère est à l'âme ce que le nu est au corps. De plus, quand on contemple cette femme à qui la vie a tout pris, oh combien est-il difficile d'oublier à quel point nous, ses frères humains, sommes semblables à elle, à quel point nous sommes fragiles comme elle. Alors, à toi qui nous regardes du haut de ta tour de verre, ou à toi, cher orateur, ou même à vous, cher public, n'oubliez pas que par un caprice du destin, l'argent brûle, les maisons s'effondrent, la santé meurt, les proches disparaissent. Vous êtes plus comme elle que vous ne le pensez. Alors je vous en prie, regardez cette photo et trouvez-la belle. Voilà la beauté que les artistes trouvent à la misère. Mais ça ne s'arrête pas là. Le groupe de rap PNL nous propose une autre facette de la beauté de la misère que l'on vit, car il ne s'agit pas seulement de l'observer. Dans leur chanson « La misère est si belle », les rappeurs expriment un certain vide, une mélancolie à présent qu'ils vivent dans l'opulence, et reviennent avec mélancolie sur leur vie de quartier populaire d'antan. En effet, la misère donne faim, elle rend sale, elle fait souffrir, elle tue parfois même. Mais elle permet aussi le plus beau des cadeaux, le rêve. Quand on n'a plus rien, quand la vie nous a mis à nu, le plus simple de plaisir devient une utopie innommable.
Quand on n'a plus rien, on se rend compte de ce qu'avoir signifie. C'est dans la misère que toute chose prend valeur. La misère est tellement importante que pour se rappeler de la beauté des choses, certains vont jusqu'à se l'infliger eux-mêmes. Les pèlerins chrétiens marchent des centaines de kilomètres, dorment sur la paille, se nourrissent d'eau et de pain pour se recueillir. Le nirvana, la libération bouddhiste, implique de se libérer de tout bien matériel. Les musulmans, pendant le ramadan, se séparent de la nourriture et de l'eau pendant le jour pour mieux comprendre leur valeur pendant le ftour. Ainsi, oui, la misère fait souffrir. Et soyons clairs, ce sort n'est recommandable à personne, et personne ne mérite la misère éternelle. Mais la misère est une fleur d'une beauté incontestable. Et quand elle nous enveloppe de ses pétales, elle nous révèle toute la poésie du monde. Et c'est à ce moment-là que nous sommes les plus humains. C'est à ce moment-là que nous sommes les plus beaux. Merci. Vas-y Arthur pour poser ta question. Merci Gaspard pour votre discours. Ne confondez-vous pas l'acte d'embellir la misère, notamment par l'art, et le fait même que la misère soit belle? C'est une question intéressante que vous posez là. En effet, on peut faire du beau avec n'importe quoi. Nous pouvons par exemple citer La Fontaine de Duchamp qui a fait de l'art avec un urinoir. Toutefois, La Fontaine de Duchamp a touché quelques personnes, quelques critiques d'art un peu farfelus. Les Misérables qui traitent de la misère, la fille afghane, sont des succès mondiaux qui retentissent telle une énorme cloche dans le cœur de tout le monde. En effet, l'artiste peut amener de la beauté là où il le souhaite. Mais la misère permet d'atteindre une beauté inestimable. Mais, alors moi j'ai l'impression que dans votre discours quand même, il y a toujours cet aspect que celui qui trouve la misère belle est à l'extérieur de la misère. L'artiste, ou alors tout à l'heure vous avez cité PNL, au moment où il dit que la misère est si belle, en décrivant l'insalubrité, la pauvreté, etc., il n'est plus dans la misère. Et alors, j'enchaîne avec ma deuxième intervention. Si vous trouvez la misère si belle, pourquoi voudriez-vous la changer ? J'ai précisé dans ma conclusion que la misère n'est pas un sort qui est recommandable à certains. Je peux trouver des choses belles, mais ce n'est pas pour autant que je souhaite les perpétrer si elles font du mal à quelqu'un. Et les artistes sont rarement exclus de la misère. La plupart des artistes vivent dans la misère, et la misère est pour eux une énorme source d'inspiration. Ainsi, peut-être que c'est seulement rétrospectivement qu'on se rend compte de la beauté de la misère. Pour lui répondre, j'appelle Arthur. J'aurais pu parler du proxénétisme. J'aurais pu parler du témoignage d'Ambre, jeune prostituée violée à 14 ans. J'aurais pu parler des 230 000 femmes excisées dans le monde. J'aurais surtout pu vous parler de la misère que l'on refuse de voir sous nos yeux. Celle des sans-abri, qui ne méritent parfois même pas un bonjour. Celle des familles défavorisées. Celle d'une mère qui élève 4 enfants seuls dans un 30 mètres carrés. J'aurais pu. Mais la misère serait si belle qu'il ne faudrait pas en parler, n'est-ce pas ? Il faudrait dire que la boue sur nos pieds peut être transformée en or par le spleen baudelairien. Que la puanteur des corps crasseux est une odeur sophistiquée. Que l'enfant précaire traversant 10 foyers s'endurcira. Que le proxénétisme permet aux femmes de se réapproprier leur corps. Que la destruction est créatrice et que la guerre permet de tout recommencer. Oui, il faudrait, la misère serait si belle. Mes chers jurys, cher public, en réalité, la misère, ce n'est pas beau. Ça pue, c'est violent, brutal et déshonorable. Et non, ce n'est pas une fleur. C'est une privation extrême de ressources matérielles et sociales. Elle vous prive de vos besoins primaires, manger, boire, dormir, mais aussi de vos besoins secondaires, sociabiliser, posséder, apprendre.
La beauté, quant à elle, c'est un mélange de splendeur, d'esthétisme et de charme, mais c'est surtout ce qui est moralement admirable. Alors, admirer la misère, en voilà un fétichisme bien loufoque. Et lorsque vous prétendez voir la beauté en la misère, vous utilisez un substitut symbolique pour nier une réalité. Par exemple, l'honneur est une rétribution symbolique, elle n'a pas de substance pour les pauvres. Et on l'accorde seulement parce que l'on sait que la réalité de la misère est trop moche à voir. Mais embellir la réalité, c'est la tenir à distance. C'est refuser de la regarder dans les yeux et de l'admettre. Et comment s'échapper d'une réalité qui nous conforte ? La beauté est un piège et vous avez mordu à l'hameçon. Par ailleurs, la beauté qu'on prête à la misère vient toujours de ceux qui veulent la fuir. Certains riches la fuient, vous devriez le savoir, on est dans le 16e. On fait du tourisme de la misère aux Seychelles avec papa, mais par contre on crache sur les allocs. On regarde l'histoire de Suleiman, mais le soir on se fait un petit Uber Eats. Voilà. Une question demeure cependant. Que fuit-on ? De la misère, on fuit la laideur. Et ceux qui la romancent sont ceux qui ne la vivent pas. Et puis bien souvent, cette laideur, nous ne la voyons même pas. En juin dernier, je suis parti en Israël. La misère, je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie. Je l'ai sentie quand un homme m'a affirmé qu'il fallait traiter les Palestiniens comme des animaux, qu'il fallait les abattre. Je l'ai sentie quand on m'a dit que cette guerre, c'était pour tout recommencer à zéro. Vous savez, c'est une impression assez étrange de se dire que la misère, elle est juste à côté, un peu plus au sud, à 90 km. La faim, la soif, la souffrance, la mort. Et quand les murs de Gaza tomberont, nous honorerons les ruines. Nous nous recueillerons sur les gravats, mais nous n'aurons devant nous qu'une misère de substrat, celle de l'horreur, de l'urgence. Nous ne la verrons pas. C'est là le propre d'une tombe, d'enfouir la laideur. Certains tenteront de l'embellir, mais la beauté n'est qu'un cache-misère. Car où est la beauté dans celui qui hurle de faim, se meurtrit de froid, se tord de douleur ? Quel plaisir peut-on trouver à contempler la peine de celui qui souffre ? Dans les crimes de guerre de l'Azerbaïdjan sur les Arméniens ? Dans l'oubli des Ouïghours ? Dans le trafic d'organes sur les enfants du Cachemire ? Alors je vous mets au défi. Levez-vous et trouvez une seule once de beauté dans cette misère. Cher public, cher jury, la misère n'est pas exogène. Elle ne tombe pas du ciel. C'est une injustice structurelle qu'on embellit précisément parce qu'elle est laide. Si vous trouvez la misère si belle, c'est parce que vous ne voulez pas agir dessus. Car agir sur la misère, c'est parfois renoncer à ses privilèges. Et oui, la misère n'est que ruine de la richesse. Merci. Merci. Donc vas-y Gaspard pour poser ta question. Vous dites dans votre texte que... Ah, pardon. Vous dites dans votre texte que trouver de la beauté quelque part, c'est en quelque sorte s'amuser de la peine de quelqu'un. Il n'en est point. Quand on trouve de la beauté quelque part, la beauté n'est pas seulement ce qui est moralement admirable, la beauté c'est ce qui nous dépasse. C'est ce qu'on trouve trop gros pour être vrai. Quelle est votre définition de la beauté ? Je l'ai dit, la beauté c'est ce qui est moralement admirable. Mais ce qui est important, c'est qu'on embellit la misère justement parce qu'elle est trop moche à regarder. Et je ne dis pas qu'il y a une forme de plaisir là-dedans. C'est parfois bien de l'embellir pour pouvoir la supporter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est belle. La différence est là. Quand vous parlez d'embellir la beauté, vous dites que c'est pour camoufler sa laideur. J'ai l'impression que vous oubliez ici le rôle engagé de l'artiste. En effet, si l'on trimballe un sans-abri puant sous le nez de tout le monde, qui va être pris de pitié pour lui ? Mais le rôle engagé de l'artiste va être aussi de l'embellir pour qu'il soit plus présentable au public et leur donner une voix. Steve McCurry voulait donner une voix à ceux qui sont invisibilisés.
Exactement, et c'est très honorable de sa part. Maintenant, vous avez dit, le sans-abri qui va passer devant nous et qui pue, c'est ce que vous avez dit, personne ne va le trouver beau. Et c'est exactement ça, la misère. Et c'est dans cela qu'elle n'est pas belle. Puisque l'art essaye de l'embellir pour qu'elle soit supportable aux gens comme nous sommes dans le 16e. Merci pour ce deuxième duel. Nous allons à présent passer au dernier sur le sous-thème La richesse et la société, en commençant par Flavie. Le malheur est muet, disait Simone Veil. La misère ne parle pas, ne crie pas, ne s'entend pas. C'est un cri sourd. C'est un cri sourd parce qu'ils ne peuvent jamais arriver jusqu'à nous ici, et encore moins dans cette mairie. Jusqu'aux oreilles des puissants, comme vous nous l'avez si bien expliqué, cela veut dire que jamais ils ne pourront se défendre eux-mêmes, expliquer ce qu'ils ont besoin, parce que finalement ils ne peuvent pas être écoutés, ils n'auront pas les mêmes langages, les mêmes accès, les mêmes chances, les mêmes privilèges, évidemment. Mais s'ils ne savent pas parler, s'ils ne pouvons pas communiquer, est-ce que nous pouvons conclure aussi rapidement qu'ils n'ont pas d'honneur et que ce qu'ils vivent n'est pas beau, que la misère n'est jamais belle ou qu'ils n'ont pas d'honneur? J'aimerais revenir justement, les choses avancent, madame. Les miséreux sont aussi arrivés au pouvoir et ont aussi développé une certaine parole. Prenons un exemple très concret, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, qui n'a souvent des services à la Légion d'honneur qu'à des grands et puissants, propose une initiative citoyenne pour décerner à 100 civils d'être décorés par la Légion d'honneur, et justement demandant au peuple d'envoyer ces candidatures-là. L'honneur, oui, c'est toujours vis-à-vis d'autrui. Mais qu'est-ce qui est honorable pour vous, pour nous, pour moi? La fraternité, la solidarité, l'amour, ça ne me semble pas être incompréhensible des puissants. Ça ne me semble pas être incompréhensible des personnes qui peuvent décerner leur honneur. La norme n'est pas toujours à écraser dessus, à être égoïste. Et j'ai fait de l'économie, je peux vous le dire. L'égoïsme et la rationalité n'est pas la norme. La misère, vous l'avez bien dit, ça pue, c'est pas beau, ça sent pas bon. Ce que vous avez décrit, c'est vrai. Mais c'est pas en ça qu'on voit la beauté. La beauté n'est pas juste un objet, n'est pas juste un tableau. La beauté, c'est bien plus large. C'est un acte, c'est de la morale, c'est se battre, c'est résister. Donc affirmer que la misère n'est pas belle, c'est mettre un coup de pied, c'est balayer tous ces actes que ces personnes font malgré leurs conditions. Et justement, rappelez, vous en parlez, l'art, le spleen de Baudelaire, Victor Hugo, c'est vrai, ont très bien décrit la misère d'une certaine manière. Pour autant, il n'y a pas que, et réduire l'art à eux est une grande erreur. Tous les rappeurs, on l'a vu avec PNL, qui ont eu la chance de quitter la misère, mais d'autres rappeurs en parlent encore. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils s'en extirpent et qu'ils en sortent. Oublier toute cette forme d'art, c'est ne pas considérer que l'art n'est pas l'art des élites. Trouver de la beauté, c'est comprendre et savoir à quel point c'est dur, la misère. C'est s'immerger, ce n'est pas glorifier ou idéaliser ou ne pas vouloir voir ni être aveugle, c'est reconnaître la profondeur humaine qui se loge dans cette misère-là. La contempler, la regarder dans les yeux, quelle indignité, me direz-vous, de contempler quelque chose, de prendre du plaisir à le regarder. Je vous dirais que de valoriser l'acte d'une mère qui se bat pour ses enfants, de contempler une mère qui travaille toutes les nuits pour nourrir ses enfants le jour, de s'émerveiller d'une fleur qui pousse sur le béton. J'observe, je considère sans régner la difficulté qu'elle a eue pour faire cet acte.
et je vois la beauté dans cet acte honorifique qu'elle réalise. Je me demande qu'est-ce que j'aurais fait à leur place et je me mets face à cette situation. C'est se demander de quel côté on aurait été. Parce que l'honneur et la beauté de l'acte, ça se mérite. Mais le mérite le vrai, hein, pas celui d'avoir obtenu Sciences Po ou l'ENS, bravo d'ailleurs. Non. Le mérite de faire ce que l'esprit ne pensait jamais être capable de pouvoir supporter. Ce que l'esprit ne pouvait jamais penser pouvoir se relever. Travailler en ayant si peu mangé, le mérite c'est résister. Et je reprendrai Sartre pour finir sur une citation qui, vous en conviendrez, est assez difficile à entendre. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Veuillez conclure. Justement, car au sein même de cette misère-là, nous avons pu voir quel acte et quel acte honorifique nous pouvons faire, que nous avions eu ce privilège de l'honneur. Et si nous avons été poussés à la misère lors de l'occupation, les miséreux, eux, sont mis tous les jours face au choix d'arbitrer, de choisir et enfin de survivre. Merci. Vas-y Charles pour poser ta question. Alors, est-ce que la description des miséreux par Victor Hugo dans Les Misérables a permis de résorber la misère à son époque ? Merci de votre question. Et justement, l'enjeu est ici. Voir de la beauté dans la misère, et c'est ce que permet ici de faire Victor Hugo, ce n'est pas juste de trouver une solution. Je ne parle pas de la misère qui va se finir. Je parle de regarder la misère dans les yeux. Et c'est ce que permet Victor Hugo. Ce que font les politiques, vous en conviendrez, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Oui, mais par rapport à la société, est-ce que embellir justement cette misère a permis de la résorber ? Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Quelles sont vos solutions pour résorber la misère ? Mais je vais répondre en toute humilité. Je ne suis pas qualifiée pour résoudre la misère. Toutefois, et je peux, et c'est ce que nous, en tant que citoyens, devons faire, voir la réalité qui se passe. Parce que j'ai un choix et j'ai un pouvoir, c'est de voter. Et en tenant face à la misère, en gardant les yeux ouverts, en le voyant, en voyant la beauté dans ces actes-là, alors oui, comme ça on peut avancer et trouver une solution. Et donc pour conclure ce débat, j'appelle Charles. Moi, j'adore les chiens. J'en ai un d'ailleurs. Il s'appelle Newton. Il est gentil car Newton, il a jamais mordu personne. Quelquefois, il grogne un peu comme ça. Mais bon, un bon coup de pied au cul et puis terminé à la niche le kleps. Ce que j'aime faire avec lui, c'est lui lancer la balle. Et puis quand il revient me la redonner comme ça, hop, je lui donne une petite friandise. Une petite croquette. Ah, il a une belle vie, Newton. Hein. Cher contradicteur, à entendre vos discours tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'entendre des maîtres parler des pauvres comme si c'était une bande de Newton. Vous enjolivez les inégalités sociales parce que vous ne les vivez pas. Tout comme vous pensez pouvoir limiter la souffrance des pauvres en leur accordant l'honneur en guise de friandise, de prime de fidélité à leurs conditions de dominer. La petite croquette pour faire passer la visite chez le veto. La petite tape dans le dos après le refus de ton titre de séjour. Car l'honneur est un substitut symbolique donné aux pauvres qui détournent la société de leurs conditions. De la même manière, si on prête de la beauté à la misère, c'est pour embellir une réalité qu'on veut tenir à distance. Ainsi, à la porte d'Auteuil, votre riche déshonorait les pauvres. D'accord. Moi, ce que je trouve personnellement déshonorable, c'est la citation de l'abbé Pierre sur les accusations, avec toutes les accusations posthumes à son encontre. Ainsi, l'honneur, ce n'est pas la dernière richesse des pauvres. Comme vous l'a dit Inès, c'est un ensemble de normes sociales et de valeurs dictées par la tête de la société, les dominants. Ainsi, comment l'honneur pourrait-il être la dernière richesse des pauvres
quand certains doivent le sacrifier pour manger, en volant une pomme par exemple. Ce que les pauvres auront jusqu'au bout, en revanche, c'est leur dignité. Cette dignité qui leur permet de rester résilients, descendre dans la rue, créer des syndicats, faire valoir leurs droits. Là où l'honneur n'est qu'une injonction, un travail en silence et sois grand dans la souffrance. La dignité, vous la portez au paradis. Mais l'honneur est une construction sociale et ça, Dieu, il en a rien à faire. Vous nous avez dit que l'adversité à la misère était belle. Je partage votre avis, effectivement. Et pour que je le partage, c'est qu'il y a une petite incohérence dans vos discours. La manière dont on combat quelque chose ne fait pas la beauté de cette même chose. Vous en conviendrez. Tenez, par exemple, vous avez un cancer. Et puis, vous vous battez avec courage. Contre. C'est votre pugnacité qui est belle. Mais sûrement pas la maladie. Eh bien, pour la misère, c'est exactement pareil. Et la volonté de s'en sortir, de puiser dans ses dernières ressources, ne rendent pas la misère belle pour autant. Ainsi, votre position revient à défendre une certaine vision de la société que je considérais comme de l'immobilisme. Car vous ne pouvez pas prétendre vouloir réduire les inégalités si vous les enjolivez. Parce qu'entre nous, qui voudrait changer quelque chose de beau ? Si la misère est si belle, comme vous le dites, pourquoi voudriez-vous la changer ? Vous ne voulez pas l'égalité, vous voulez l'esthétique de l'inégalité. Pourquoi venir en aide aux clochards dans la rue ? C'est tellement romantique de dormir à la belle étoile. Pourquoi tendre la main à cet enfant agressé et mutilé par un réseau entier ? C'est si beau cette résilience avec laquelle il cherche à se reconstruire. On ne peut pas dénoncer une injustice qu'on vient tout juste de rendre acceptable. Et c'est d'autant plus triste que la société dans laquelle nous vivons a besoin de changement. Car s'il y a de la misère, c'est que la richesse est mal répartie. Quand certains gagnent en quelques minutes ce que d'autres mettront toute une vie à acquérir. Quand certains dépensent en quelques minutes ce qui permettrait à des milliers de survivre des semaines. Ça nous révolte. Et on a bien raison. Ainsi, je vous ferai remarquer que votre position ne fait que renforcer les représentations morales que nous nous faisons de la misère. Elle huile les engrenages de cette grande machinerie sociale. Elle contrôle ce système bien rodé et nous empêche d'améliorer les choses. C'est en cela que je vous accuse d'immobilisme, car les considérations esthétiques que vous prêtez à la misère nous empêchent de l'affronter comme elle est vraiment. Merci. Flavie, pour poser ta question. Nous ne devons pas avoir les mêmes normes. Pourquoi on sacrifie l'honneur en volant une pomme ? Alors justement, ce que vous confondez, c'est l'honneur et la dignité. La dignité est une valeur intrinsèque à chaque être humain. Elle est fondée sur le droit, au respect et à l'égalité de chacun. Donc quand vous volez une pomme, vous ne sacrifiez pas vous sacrifiez votre honneur, mais vous ne sacrifiez pas votre dignité. La dignité reste là. Et je pense que justement, vous avez mis la définition de l'honneur sur celle de la dignité. Enfin, vous avez fait un... Justement, l'honneur est défini par des normes. Et si la norme, et j'espère en cette démocratie, est la solidarité et le fait d'avoir une condition relativement acceptable qui est de manger le soir, voler une pomme n'est alors juste que respecter l'honneur que la société. C'est juste se battre et prendre juste en main ses responsabilités pour se sauver. Alors oui, il y a des normes et des valeurs sociales, mais il y a aussi leur application. Enfin, quand on parle de solidarité, évidemment, c'est écrit sur un petit texte de loi. Voilà. Est-ce que maintenant, on va tous l'appliquer ? Absolument pas. Voilà. Merci aux deux équipes pour ce choc. On va faire quelques retours globaux avant d'annoncer le résultat.
Donc je vais commencer par dire 2-3 choses, on va essayer de faire rapide. On a beaucoup apprécié ce débat, notamment parce qu'on a trouvé que tous, autant que vous étiez, vous aviez tous des beaux textes, de belles plumes. Vous étiez tous assez agréables à écouter, que ce soit dans votre ethos ou juste l'écriture de vos textes. Peut-être, malheureusement aussi sur la forme, on trouve pour un niveau de demi-finale, les textes étaient encore beaucoup trop lus pour beaucoup d'orateurs. On avait beaucoup de gens qui avaient le nez dans leurs feuilles et on voyait qu'ils avaient du mal à se détacher de leur texte quand ils essayaient de le faire. Il y avait des petits bugs, etc. Assez dommage. Mais sinon, de manière générale, sur le fond, bonne appropriation du sujet. Et comme il faut aller vite, je vais laisser Maria-Inès puis Inès enchaîner pour les retours globaux avant que j'annonce les résultats. Merci beaucoup à vos deux équipes pour ce très beau moment. Vous êtes tous les 6 des orateurs qui m'ont vraiment impressionné. Vous avez tous une belle plume. Si j'ai quelques petits détails à soulever, c'est toujours perturbant de se retrouver face à un pupitre. Veillez à ne pas vous avachir sur votre pupitre, à ne pas vous reposer sur ce pupitre et au contraire à vous redresser et nous emmener avec vous dans votre discours. Mais c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Vas-y Inès. Je vais faire bref, je n'aimerais qu'on n'entendrait qu'une voix. Et la voix dans Secret Story. Bref, comme l'a dit Tristan, faites attention au niveau des bugs, des hésitations, des balbutiements. On en a eu quand même pas mal, on en a eu sur 6 orateurs, je dirais 5 orateurs, oratrices ont eu des hésitations. Je ne sais pas si c'est dû au stress ou parfois c'est peut-être dû à la vitesse d'élocution aussi, mais faites bien attention parce que effectivement 8e ça passe. Nous sommes désormais en demi-finale et le niveau commence à monter, mais sinon vous m'avez tous beaucoup convaincus. Certains d'entre vous m'ont beaucoup ému également. Donc merci à vous pour nous faire vivre des émotions. Sur les dernières choses que j'avais à dire, sur les affrontements, c'était très bien parfois. Ça reste encore un peu à tâtons de temps à autre, mais on sent que vous êtes en train de vous approprier la chose, ce qui en demi-finale est cohérent au final. Et sur un dernier retour plus positif, vous vous êtes bien approprié le sujet, l'une comme l'autre équipe et chaque orateur et oratrice dans vos individualités. Donc c'était très plaisant, on a eu l'impression de voir on a vu des individualités mais on a aussi vu 2 équipes et c'est ça qu'on veut voir en plaidoyer, donc merci à vous. Très bien, merci Inès. Donc je vais à présent annoncer le résultat, le moment que vous attendez tous. Ensuite, je ferai un petit mot dessus pour le développer un peu plus. Donc, pour les titres des meilleurs orateurs, nous avons décidé de désigner comme meilleur orateur lors d'un affrontement Arthur. Pour le titre du meilleur orateur ou de la meilleure oratrice, nous avons décidé de choisir Inès. Pour le point de la cohérence d'équipe, nous avons décidé de l'attribuer à Le Gio. Et pour les points, donc les 2 points relatifs au duel, le premier duel ayant été remporté par Inès, le deuxième par Arthur et le troisième par Charles, nous avons 2 points de nouveau pour Le Gio, ce qui signifie qualification de Le Gio à finale. Donc félicitations. Petit mot tout de même sur le score parce que 5-0 ça paraît être un score c'est un score assez fort. Hein. Vous n'avez pas du tout démérité du côté de l'ENS. On a pris notre décision sur plusieurs aspects, notamment le fait que donc du coup sur chaque point spécifiquement chacun devait avoir ce qu'il méritait, notamment du coup pour les duels chacun les a remportés comme il devait les remporter, pour les titres des meilleurs orateurs aussi, et la cohérence on en a aussi conclu que c'était Le Gio. Et deuxième chose, moi c'est la manière dont je pense, c'est que je suis contre le fait de mettre des points de pitié, par exemple d'avoir fait un 4-1 ou un 3-2 sous prétexte que vous n'aviez pas été mauvais, etc. Vous avez été loin d'être mauvais, le débat est très loin d'avoir été une domination absolument abyssale de Le Gio, ce qui peut du coup ne pas se refléter dans le score, mais c'est pas du tout le message qu'on veut faire passer. Si jamais vous voulez avoir plus de développement là-dessus dans les retours individuels, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc merci. Et Valentine, avec un petit mot, ou est-ce que c'est moi qui le dis ? Valentine qui va annoncer les futurs événements. Oui, pardon, je prends 2 secondes pour faire un rappel des événements. Donc les demi-finales se continuent ce soir à 20h30. On dirait que je suis sur TF1. À 20h30 avec Révolte-toi Jean Monnet contre Dauphine Éloquence. Le 8 mai, Révolte-toi Assas. C'est
Oui, si, pardon. Et contre les tribuns de Saint-Germain. Et le 10, Parole de Hyène contre Séveillé. Et après, vous nous retrouverez pour le trophée des orateurs et également pour un procès grâce à la commission ouverte des droits de l'homme du barreau de Paris, le 23, le procès de Caïn. Merci beaucoup.